Alors bonsoir, merci à vous d'être venu à cette troisième séance de ce cours sur le paysage en question. Alors la semaine dernière, on avait vu au fond l'émergence du paysage dans la littérature avec la figure de Pétrarque, poète italien qui au fond relatait dans son ascension du Mont Ventoux l'expérience qu'il avait faite de gravir cette montagne et de décrire le paysage à la fois de la montagne lorsqu'il la gravissait et aussi le paysage qu'il pouvait voir du haut de la montagne. Et on avait vu aussi que, à la fois, la nouveauté de ce type de littérature, puisque dans la littérature mondiale, en tout cas occidentale, on n'avait pas d'exemple de description aussi longue, poétique d'un paysage, et qui plus est d'un paysage montagnard, et en même temps, la manière dont, à la fin de sa lettre, parce que c'est une lettre, Pétrarque, presque horrifié par son audace, indique que finalement il y a quelque chose de plus grand que le paysage et de plus noble que le paysage, et que l'intérêt pour le paysage finalement est païen, et ce qui est plus grand que le paysage, c'est Dieu. Comme si d'une certaine manière, au moment où il découvre ce nouveau sentiment européen de jouissance esthétique devant le paysage, il est presque honteux du plaisir qu'il y prend, et il se rappelle tout de suite, au fond, alors on avait vu le caractère un petit peu d'un faux hasard de cette citation de Saint-Augustin, mais il se rappelle aussitôt les paroles de Saint-Augustin qui le ramènent au fond à la véritable grandeur, qui est la grandeur intérieure ou la grandeur spirituelle, alors que la grandeur cosmique peut être d'une certaine manière reconnue, mais elle ne doit pas être essentiellement louée. Alors même si de fait, je fais un aparté, même si de fait, dans la tradition chrétienne, on a toujours ce double sentiment, une dualité d'ailleurs qui ne cesse pas, à la fois d'un mépris du monde, contemptum mundi, on va mépriser le monde parce que le monde au fond c'est la chair, le corps, ce sont le pouvoir, les richesses, etc. Et bon, dès les évangiles ou dès les épîtres de Paul, au fond, le prince du monde c'est Satan, donc le chrétien doit se détacher du monde. Et donc d'une certaine manière, ce détachement du monde et cette doctrine du détachement du monde n'aide pas à la contemplation esthétique du cosmos, on comprend bien. Mais en même temps, on trouverait quand même tout de même chez les chrétiens un prolongement quand même de l'amour grec du monde. Et quand on regarde l'histoire même des premiers pères de l'Église, Origène et d'autres, ce mépris du monde n'est pas constant. Il y a d'autres auteurs, notamment Ambroise, qui est un contemporain d'Augustin, qui est le premier à écrire des hymnes pour les chants d'église, etc. Ces hymnes ne cessent de célébrer la beauté du monde, etc. Pour la raison que le monde a été créé aussi par Dieu, et que d'une certaine manière, Dieu est aussi présent dans le monde. Donc au fond, dans l'histoire chrétienne, on a toujours cette tension entre à la fois la célébration du monde, parce que le monde quand même est produit par Dieu, et d'une certaine manière, le monde peut être vu comme le reflet de Dieu, et en même temps, la tendance, on pourrait dire anticosmique, où le chrétien doit se détacher du monde, et au fond, le plaisir qu'il pourrait prendre aux choses du monde est un plaisir coupable. Alors bien évidemment, par rapport à la question du paysage, cette tension va se retrouver aussi, et directement dans la peinture, puisque avant la peinture de paysage, la peinture est essentiellement une peinture chrétienne, de représentation de scènes chrétiennes, où bien évidemment la mise en valeur du paysage apparaîtrait tout de suite comme au fond un plaisir païen, qui relèverait d'une forme d'orgueil, c'est-à-dire le péché parmi les péchés, parce que parmi tous les péchés, le péché le moins véniel c'est l'orgueil, c'est-à-dire de détachement de Dieu. Et on voit bien que, au fond, si en littérature, au fond, le goût du paysage est apparu plus tôt, il est apparu beaucoup plus tard en peinture, sans doute parce que l'interdit chrétien, non pas de la représentation, bien évidemment, enfin, laissons les iconoclastes byzantins, mais disons dans la peinture chrétienne de l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas d'iconoclastie, mais en dépit de cette non-iconoclastie, c'est-à-dire le fait que la représentation du monde est autorisée, de fait, elle est toujours secondaire.
Ce qui est représenté, ce sont des scènes tirées de la Bible, et non des représentations du monde. Alors, bien évidemment, ça commence à transparaître dans les fonds des tableaux ou des fresques, chez Giotto, chez Duccio, ou dans les enluminures. Au fond, quand on regarde l'histoire du paysage, avant des peintres comme Patinir, etc., le paysage apparaît dans les enluminures, mais les enluminures, justement, sont des textes. Enfin, les enluminures sont des dessins, des peintures, si l'on veut, dans des ouvrages qui, très souvent, n'ont pas de sens directement religieux, qui peuvent être des histoires de tel ou tel personnage historique, de tel ou tel duc, etc. Célèbre. En tout cas, on ne les retrouve pas dans la trame religieuse. Donc, on peut faire tout de même l'hypothèse que la représentation de plus en plus importante du paysage dans la peinture occidentale souligne une forme quand même déjà de déchristianisation du rapport à l'environnement, puisqu'ils vont au fond dépasser l'interdit qui n'était pas vraiment un interdit, mais qui était quand même présent comme quelque chose qui ne devait pas se faire. Qui plus est, ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est plutôt dans l'Europe du Nord que le paysage va naître, plutôt dans l'Europe du Sud, parce que déjà, même avant la Réforme protestante, luthérienne ou calviniste, déjà dans l'Europe du Nord, il y avait eu des mouvements religieux qui, au fond... par exemple, il y avait un mouvement qu'on appelait la Devotio Moderna, la dévotion moderne, et c'était un mouvement religieux qui déjà était une forme de critique du caractère ostentatoire de l'Église catholique, du décorum papal, du goût pour les richesses, le pouvoir, les ors, la jouissance des belles choses, etc., et qui s'était tourné dès le XVe siècle vers les choses ordinaires. Et la dévotion moderna, alors il y a plusieurs... pasteur, notamment un qui s'appelait Thomas à Kempe, la dévotion moderna a mis en valeur, par exemple, des scènes de la vie ordinaire dans la peinture religieuse, qui était déjà une sorte de déchristianisation du religieux. Alors, c'était encore des scènes religieuses, mais au fond, on ne traitait plus de la nativité, de la croix, etc. On traitait, que voyait-on ? On voyait, par exemple, Joseph en train, comme charpentier. Alors, bien évidemment, c'était encore Joseph, donc c'était quand même un personnage biblique, mais on allait vers l'ordinaire, on allait vers le quotidien, et on se détachait, au fond, de la représentation religieuse. Et je dis ceci parce qu'à mon sens, si la peinture de paysage, elle naît dans l'Europe du Nord, elle naît essentiellement dans les pays où la dévotion moderna a été très importante, c'est-à-dire la Belgique, les Flandres, la Belgique actuelle, les Pays-Bas et l'Europe et l'Allemagne du Nord. Et c'est là où... Alors ensuite, il y a eu des influences sur la peinture italienne, bien évidemment, parce qu'il y avait toujours des circulations, mais c'est là, au fond, que le paysage naît. Et il naît parce que il y a déjà des structures mentales qui sont présentes. C'est pour ça d'ailleurs que j'aborde les questions en tant que philosophe, parce qu'au fond, la philosophie, ce n'est pas que des abstractions, etc. En fait, c'est les idées, les concepts, les notions, les visions du monde, elles ont des effets concrets dans l'histoire et dans la manière dont les inventions se font, dont les gens se rapportent aux objets, etc. Et là, on le voit très bien. Enfin, ce changement esthétique est sans doute dû à des présupposés, on peut dire, mentaux, de mentalité. C'est-à-dire le fait, après d'autres mouvements millénaristes, etc., qu'on se détache peu à peu du discours officiel de l'Église, et notamment du Vatican, qui, bien évidemment, à cette époque... comme vous pouvez le supposer, est toujours en guerre, en train de faire des alliances avec les uns, les autres, etc. On se détache un peu, disons, du message biblique originel. Et donc, ce mouvement de détachement du pouvoir religieux, etc., fait que les peintres vont se tourner déjà vers le commun, le quotidien, ce qui les entoure. D'abord dans des scènes d'intérieur, avec cette figure de Joseph, puis avec le paysage qui, au fond, est d'emblée, on va le voir chez Patinir, d'emblée païen. Alors, il peut y avoir, parce qu'il s'agit bien évidemment
l'histoire des idées et l'histoire de l'art, c'est toujours aussi une manière de jouer avec la censure. Donc bien évidemment, comme on sait qu'il peut y avoir une forme de censure possible, on va inventer certaines techniques pour déjouer la censure. Donc bien évidemment, on peut mettre un personnage biblique pour dire, vous voyez, il y a quand même un personnage biblique, on ne peut pas être accusé de faire une peinture païenne, sauf que le personnage biblique, dans la manière dont il est traité, on voit bien qu'il est absolument secondaire, et ce qui importe, c'est tout le reste. Donc, il y a différentes techniques. Bon, Léo Strauss avait écrit un livre qui s'appelait La persécution et l'art d'écrire. Un écrivain ou un peintre face à une persécution qui pouvait être à l'époque monarchique, religieuse ou autre, bon, l'index ou comme ça, il va inventer des techniques narratives, des techniques d'idées pour détourner la censure. Et donc, je dis, en peinture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, bien évidemment, l'esprit qui préside à la création picturale est absolument païen dans les choix. Alors ensuite, après Patinir, il sera une sorte de basculement. Après, il n'y aura plus trop de réticence. On verra avec Bruegel, etc. Mais Patinir, c'est un moment clé. Et donc, il y a encore parfois, je dirais, une certaine résonance religieuse, mais elle est tellement vague et elle est tellement secondaire qu'on voit au fond que l'esprit du peintre n'est plus un esprit de sanctification d'une scène, etc. Alors, je vais m'intéresser à Patinir parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'histoire de l'art, je ne suis pas un historien d'art, etc., parce que, bien évidemment, plusieurs peintres de la même époque, au fond, fin 15e, début 16e siècle, peuvent être considérés comme ceux qui inventent le paysage. Il y a un autre qui s'appelle Bels, par exemple, ou d'autres. Ce qui est frappant avec Patinir, c'est que c'est le premier qui, au fond, manifeste l'espace dans toute son ampleur. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de préparer, mais bon, vous voyez, voilà. Déjà, le tableau n'est plus un arrière-plan d'une scène biblique, comme chez Giotto ou chez certains peintres, même encore du Quattrocento, mais les scènes elles-mêmes, qui peuvent renvoyer d'ailleurs à des scènes un peu bibliques, avec des anges, etc., ou des démons, sont absolument secondarisées. Enfin, on voit que l'effet premier, c'est l'effet de l'ampleur spatiale, et non plus, au fond, le détail humain. Et d'ailleurs, j'en parlerai à la fin de cette disparition de l'homme dans le paysage qui me semble aussi intéressante. Et ce qui frappe d'abord dans le paysage chez Patinir, parce que j'ai choisi Patinir, c'est le rapport à l'espace, bien évidemment. Alors, double rapport à l'espace. L'espace représenté dans le tableau et l'espace du tableau. Puisque l'espace peut être aussi, bien évidemment, Alors, les tableaux, souvent, ne sont pas très grands. J'ai eu la chance d'en voir quelques-uns à Lille. Il y a quelques années, il y avait une grosse exposition au Musée des Beaux-Arts sur la naissance du paysage flamand. En fait, très souvent, ils sont assez petits. Donc, mais évidemment, les reproductions picturales nous donnent un sentiment d'un espace très grand, alors que le tableau en lui-même... Après, ils vont... chez certains, Altdorfer, etc., 50 ans après, déjà, on est dans des choses immenses, etc. Mais au départ, au fond, on voit bien que le Patinir, c'est un paysage qui sort de l'enluminure, mais qui reste encore, d'une certaine manière, une enluminure, enfin, qui garde, au fond, ce caractère un peu petit, un peu précieux, même si ce qu'il représente, le paysage, est vaste, lui-même n'est pas encore vaste. Donc ce qui est intéressant, c'est le rapport au monde, me semble-t-il, parce que d'emblée, ce qui est donné à voir, c'est le monde. C'est le monde. Le paysage patinirien, on pourrait dire, est quasi contemporain des grandes découvertes. Et bien évidemment, on peut voir là un nouvel esprit qui va être l'esprit un peu de la Renaissance, qui, au fond, va ouvrir l'homme au monde et à l'idée d'une harmonie du monde, thème qui, d'une certaine manière, très présent dans la pensée grecque, où le terme même de monde en grec, cosmos, veut dire un ordre, ce qui est bien ordonné, etc. Et il y a tout un courant philosophique grec, les stoïciens, qui ont beaucoup écrit sur cette harmonie du monde, Cicéron, Sénèque, Marc Aurèle, etc., au nom ce qu'ils appelaient sympatheia, une sympathie. Tout est en sympathie, tout se tient, tout, au fond, a des relations
toutes les choses, c'est-à-dire les choses inanimées comme les choses animées, ont des relations entre elles, et il y a une sorte de courant qui s'appelle le pneuma, l'esprit, qui circule, qui unifie le monde. Et on pourrait dire que le choc entre la pensée grecque et la pensée chrétienne, il est là. On voit dès les premiers penseurs chrétiens, dès les premiers philosophes chrétiens, si l'on veut, le dialogue qu'ils ont avec les stoïciens, parce que très souvent, ils n'acceptent pas cette idée d'harmonie du monde pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, à savoir que, bien évidemment, du point de vue éthique, le chrétien doit apprendre à se détacher du monde, c'est-à-dire se détacher de tout ce qui est vain. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit « la figure du monde passe ». Le monde n'est qu'une figure qui passe. Il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est Dieu, mais le monde, au fond, est quelque chose qui passe. Donc pourquoi s'attacher à représenter le monde alors que le monde est éphémère? Au fond, le monde, il n'est pas éphémère comme une chose éphémère, mais au fond, on pourrait dire, du point de vue de son être, il n'a pas d'éternité. Seul Dieu est éternel, le monde a été créé, il aura une fin, donc il n'est pas éternel, donc le monde est contingent, il est passager. Et donc le chrétien ne doit pas s'attacher à quelque chose de non éternel, puisque la figure du monde passe, il doit s'attacher à l'éternité. Et bien évidemment, cet esprit chrétien affronte l'esprit grec stoïcien d'une harmonie du monde. Alors ce qui est très frappant chez ces peintres flamands, on pourrait dire de la Renaissance du Nord, parce qu'il y a une Renaissance italienne, mais aussi une Renaissance, on pourrait dire, flamande, c'est que d'emblée, il situe le rapport de l'homme au monde, et un rapport qui, chez Pattini, peut être harmonieux, pas toujours, parce qu'il peut y avoir des scènes un peu violentes, mais au fond, il y a l'idée que quelque chose nous entoure, ce que les Grecs appelaient périékon, ce qui nous entoure, quelque chose nous entoure, et ce qui nous entoure, on ne peut pas s'en échapper. C'est au fond, notre existence est une existence cosmique, et le monde est en sympathie avec nous, comme disent les stoïciens, c'est-à-dire il résonne, il vibre avec nous. Par exemple, chez Marc Aurèle, beaucoup d'aspects qu'on retrouvera d'ailleurs chez Nietzsche, où au fond, il faut prendre soin de toutes les choses du monde, même les choses les plus insignifiantes. Par exemple, une araignée ou un insecte, parce qu'au fond, il fait partie d'un tout, il est une partie constitutive de l'harmonie du tout, et lui-même est traversé par ce pneuma, par cet esprit. Et bien évidemment, l'esprit chez les chrétiens, la troisième personne, c'est pas du tout ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'esprit chrétien, c'est pas du tout le pneuma stoïcien qui circulerait dans le monde. Au contraire, c'est la visitation de la transcendance, de l'immanence, etc. Et donc c'est un peu, c'est-à-dire au fond, une étincelle de l'esprit de Dieu qui serait en nous, etc. Mais c'est pas pensé comme un pneuma. Alors, à dire vrai, on aurait des auteurs qui essaieraient une sorte de synthèse entre les deux. Dès le 5e, 6e siècle, j'ai parlé d'Ambroise, par exemple, qui est vraiment un évêque, qui, lui, est très influencé par les stoïciens, parce que, au fond, même encore au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, la philosophie qui est enseignée, soit c'est la philosophie stoïcienne, soit c'est les néoplatoniciens, mais ça reste encore dans un esprit grec. Et donc, il y a quand même des circulations. Donc, il ne faudrait pas croire que d'un côté, on a cet esprit grec, on peut dire cosmophile, qui aime le monde, et puis de l'autre, au fond, l'esprit chrétien cosmophobe. En fait, il peut y avoir les deux. D'ailleurs, on peut trouver dans la pensée grecque une cosmophobie, chez Platon par exemple, de même qu'on peut trouver chez les chrétiens une cosmophilie, comme chez Ambroise ou comme François d'Assise, 10 siècles plus tard. Alors, ce qui est frappant chez Pattini, c'est cette présence du cosmos. Et le paysage est d'emblée cosmique, et même le paysage n'a de sens que dans la représentation du cosmos. Sauf que, bien évidemment, comment représenter le cosmos? Il y a différentes possibilités de représenter le cosmos, et des représentations d'ailleurs non picturales. On peut avoir des représentations du globe terrestre, parce que bien évidemment, même avant les révolutions scientifiques de la fin du XVIe siècle, beaucoup savaient que la Terre était ronde et on a des globes, etc. Là, on a une représentation du cosmos. Le paysage, c'est très différent. Le paysage, au fond, c'est une représentation du cosmos dans lequel on a à la fois dedans et dehors.
Alors que, bien évidemment, quand on représente une sphère, on est d'emblée exclu de la sphère. Le paysage, c'est d'emblée, au fond, une représentation où le point de vue, il part toujours d'un point de vue, le point de vue est situé. Même si, d'ailleurs, dans les paysages de Patigny, il n'y a pas encore de perspective scientifique avec un unique point de fuite, par contre, il y a toujours un point de vue, et donc le paysage vous inclut dans l'espace environnant. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes enveloppé par l'espace. Et ce qui est le plus impressionnant dans le paysage, et même encore, on peut dire, de nos jours, même dans le paysage pictural, vous avez par exemple un photographe allemand, Gursky, qui fait des paysages immenses, des tirages photos gigantesques, où ce sont d'ailleurs, il joue d'ailleurs avec toutes les, on peut dire, les clichés de la représentation du paysage, c'est des paysages de montagne, avec des personnages tout petits, etc. Donc, il joue encore, au fond, avec cette idée d'enveloppement. Et je crois que cette idée est importante dans le paysage, parce que c'est précisément ce que les Grecs appelaient périékon, c'est-à-dire ce qui nous entoure, et qui n'est pas... C'est pas le cosmos. Le cosmos est un terme presque trop scientifique, trop technique. Le périékon, c'est ce qui nous entoure en tant qu'il nous affecte, en tant qu'il nous touche, en tant qu'il fait vibrer en nous quelque chose. Or, le paysage, me semble-t-il, l'émotion du paysage, elle est d'abord dans cet enveloppement, on peut dire presque caressant. On va voir qu'il y a certaines limites à l'enveloppement. Donc, il y a un sentiment d'espace. Et je crois que ce qui est frappant dans le paysage, c'est pas simplement la représentation de l'espace, c'est une représentation affective de l'espace. Parce que bien évidemment, il peut y avoir des représentations de l'espace, les cartes, les globes, etc. On a de multiples représentations de l'espace qui nous entoure. Il peut y avoir des représentations cartographiques, militaires, techniques, etc. Bien évidemment, ce ne sont pas des paysages. Une carte n'est pas un paysage. Pour quelle raison ? Non pas simplement parce qu'elle serait abstraite, théorique, faite de signes, etc. Mais parce qu'il n'y a pas d'enveloppement dans la carte. Sans faire un mauvais jeu de mots, le plus difficile, souvent de la développer plutôt que de s'envelopper en elle. Mais en tout cas, il n'y a aucun enveloppement possible. Il n'y a aucune projection du spectateur dans ce qu'il voit. Alors que ce qui est fascinant dans le paysage, c'est comme une sorte d'entonnoir visuel. Il vous absorbe, il vous attire. Et chez Patigny, on va voir différentes techniques de cette absorption qui crée cet enveloppement. Donc ce qui me semble important de souligner, c'est d'abord le rapport entre la représentation de l'espace et le sentiment. C'est-à-dire que le paysage, c'est d'abord quelque chose qui émeut. Et il me semble, c'est pour ça que je milite pour une interprétation esthétique du paysage, et pas simplement géographique, urbanistique ou autre, parce que je crois que cet élément d'émotion est indépassable. Alors, il peut être plus ou moins réduit, plus ou moins présent, mais il y a dans le paysage, comme représentation littéraire ou comme représentation picturale, une vibration affective. Ça nous touche. Ça nous touche. Alors, d'ailleurs, en bien ou en mal. Ça peut être un sentiment d'écœurement, etc. C'est à chaque fois que les journalistes vont sur... C'est toujours le spectacle de désolation. C'est toujours la même formule. J'ai l'impression qu'ils ont appris ça, qu'ils l'ont apprise en école de journalisme, etc. Le spectacle de désolation. Alors, ils vont sur une catastrophe naturelle ou autre, et à chaque fois, c'est un véritable spectacle de désolation. Et là, on a un plan large, etc., où on voit... Bien évidemment, il peut y avoir des paysages désolants. Il n'y a pas que des paysages attirants. Donc, il y a toujours un rapport entre l'espace et les émotions. Et au fond, alors, ça ne veut pas dire que les émotions que l'on a avec l'espace naissent dans le paysage, parce que bien évidemment, on peut supposer que les hommes, avant l'invention picturale du paysage, avaient des émotions spatiales. Et on le verrait dans des récits où, bien évidemment, il peut y avoir des émotions de grandeur, il peut y avoir des émotions de peur, par exemple, des peurs liées à certains types d'espaces. Il peut y avoir des agoraphobes, etc. Donc c'est pas cette émotion-là. Bien évidemment, nous-mêmes, nous avons des émotions qui naissent de certains espaces et on a des sentiments de vertige ou autre. Non, le paysage va être une représentation de l'espace. Donc on pourrait dire c'est un espace d'espace, parce qu'au fond c'est un espace lui-même qui représente un espace et qui va créer une émotion spécifique, comme si cette émotion nous ne l'avions pas eue avant la représentation de cet espace-là.
Et manifestement, tous les historiens d'art insistent sur cet aspect, c'est que avant l'invention littéraire ou picturale de l'espace, on n'a pas de témoignage où les gens indiquaient directement les émotions qu'ils avaient ressenties à tel ou tel environnement. Donc il semble bien que le tableau, on pourrait dire, invente une nouvelle émotion, qui est l'émotion picturale ou paysagère, qui est tout à fait spécifique. Alors, l'autre élément, donc il y a cet élément d'affectivité, hein, pour qu'il y ait, au fond, expérience d'un paysage. Hein. Alors, bien sûr, qui crée une émotion esthétique spécifique, alors bien évidemment avec des jeux de premier plan, de second plan, des jeux avec les montagnes, les éléments terrestres, hein, la mer, le ciel, des perspectives cavalières, des perspectives liées à l'utilisation de la couleur, hein, le vert, le brun, le bleu, etc., pour donner l'impression d'infini. Donc je ne rentrerai pas, bien évidemment, dans toutes ces techniques picturales. Moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est la représentation de l'espace. Or, ce qui est frappant, donc, d'abord, hein, rapport au cosmos, rapport à un sentiment spatial, et puis maintenant, au fond, il y a le cadre et l'horizon. Pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait à la fois un cadre, c'est-à-dire une découpe, hein, d'un certain espace, et puis il faut que cet espace soit ouvert sur l'infini. Et il me semble que sans ces deux caractéristiques, on aurait du mal à identifier un paysage. Et on va le voir d'ailleurs, parce que je vais enchaîner avec Simmel. Hein, pour lui, ce qui fait le paysage, c'est ce qu'il appelle le découpage. Le découpage. Il faut qu'il y ait une découpe. S'il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de paysage. Alors bien évidemment, pour la peinture ou pour l'enluminure, le découpage, ce sont les bords, hein, le cadre, etc. Mais le cadre est très important en tant qu'il extrait du monde un petit monde et qu'il, au fond, isole. Hein, comme je l'avais dit, hein, les enfants s'amusent parfois hein, avec leurs mains, comme ça, à cadrer et puis à créer des paysages. Bon, on a tous joué à ceci. Donc il faut d'abord qu'il y ait un geste que je nommerais d'abstraction, c'est-à-dire de séparation. Hein. Il faut séparer le paysage du reste. Ce que Simmel va appeler la nature, la totalité du cosmos. Il faut d'abord extraire du cosmos une partie, hein, une portion, on pourrait dire, mais ça ne suffit pas. Parce que bien évidemment, si on extrait du monde une portion, cette portion n'est pas forcément un paysage. Par exemple, si cette portion est une vue d'intérieur, ce n'est pas un paysage. Donc le cadre ne suffit pas à faire un paysage. Pour qu'il y ait paysage, il faut qu'il y ait donc le cadre qui sépare le paysage du reste, qui crée d'ailleurs une émotion tout à fait spécifique. Simmel insiste sur le contrôle, il y a une jouissance du contrôle, parce que comme on ne peut pas contrôler l'immensité de notre espace visuel, par contre, dans le paysage, on a un sentiment de contrôle, puisque là, comme il est découpé, on a l'impression qu'on le mesure, qu'on peut l'embrasser, hein, le tenir par les deux bouts. Et donc là, on a sans doute, dans la jouissance du paysage, comme je l'avais indiqué, il ne faut pas oublier cette jouissance du contrôle, de la maîtrise. Hein. Et on verra d'ailleurs que vous avez commencé à lire François Julien, dans son travail sur le paysage chinois ou asiatique, il essaie de montrer justement que l'une des spécificités, c'est cette volonté de suspendre le contrôle. Hein. Le paysage, au fond, occidental serait trop dans le contrôle, hein, serait trop dans, au fond, le découpage, la mesure, la saisie et la maîtrise de ce que l'on voit. Et j'avais indiqué que, effectivement, les premiers récits que l'on a sur le paysage sont des récits militaires. Hein. Au fond, les premiers à s'intéresser au paysage, ce sont aussi ceux qui doivent contrôler l'espace pour faire circuler les troupes, etc. Donc cette idée de contrôle n'est pas secondaire dans l'idée de paysage, parce que bien évidemment, il y a le contrôle qu'exerce le peintre qui sépare, et puis il y a le contrôle que le spectateur ressent. Au fond, il a l'impression de dominer quelque chose qu'il ne pourrait pas dominer, de saisir quelque chose qui fuirait en permanence
parce que dans son champ visuel, même si le champ visuel, d'une certaine manière, a un certain cadre, etc., mais au fond, il n'a pas la définition du cadre du tableau. Et donc là, il y a ce cadre. Mais le cadre ne suffit pas, il faut qu'il y ait ce que j'appellerais l'horizon. Et ça me semble essentiel dans un paysage. L'horizon, au fond, ce n'est pas simplement la ligne d'horizon, qui est très intéressante en soi, parce que la ligne d'horizon, c'est à la fois une limite qui limite entre le limité et l'illimité, puisqu'au fond, c'est une limite. D'ailleurs, en grec, horizo, ça veut dire horizen, ça veut dire limité, séparé. Donc c'est une limite, la ligne d'horizon, mais c'est une limite qui ne limite pas, au fond. C'est une limite que le regard dépasse sans cesse. La ligne d'horizon, c'est pas un mur, donc c'est pas une limite comme un mur. Le mur, au fond, fait obstacle au regard qui ne peut pas le traverser. La ligne d'horizon, c'est à la fois une limite, mais c'est une limite qui se défait elle-même, puisque au fond, elle laisse le regard la traverser pour aller vers l'infini, pour aller vers l'illimité. Et on le voit bien dans les paysages de Patinir. Donc c'est à la fois une limite qui crée une sorte de désir de l'illimité, puisque c'est une limite qui crée notre volonté de la dépasser. Et de fait, comme on l'a tous fait, par exemple, dans des espaces où l'horizon est très manifeste, par exemple à la plage, etc., plus on se rapproche de l'horizon, plus il s'éloigne, bien évidemment. Donc c'est une limite qui, à la fois, crée une maîtrise et qui est immaîtrisable. Et c'est à la fois du limité, de l'illimité, ça cadre et ça déborde, etc. Et donc c'est presque un objet paradoxal, l'horizon, puisque à la fois il donne une certaine unité au champ visuel, et en même temps, il ouvre sur l'infini. D'ailleurs, il y a une philosophe de l'art, Céline Flécheux, qui a écrit 2 livres sur l'horizon, donc je m'inspire un peu de ses thèses, qui sont très intéressants, parce qu'elle montre tous ces aspects de l'horizon, à la fois l'horizon pictural, l'horizon visuel, et puis le sens d'horizon aussi dans le sens métaphorique, symbolique, qu'on peut utiliser, je ne sais pas, en politique ou dans n'importe quel discours, on va parler de l'horizon, etc. Donc, alors, l'horizon, c'est une limite qui, au fond, n'arrive pas totalement à limiter et qui, au fond, laisse passer ce regard qui va le traverser, et le traverser pour aller où? Non pas vers une autre limite, mais pour se perdre dans l'infini. Et donc, en ce sens-là, je dirais que le paysage est à la fois peut être vu dans l'Occident comme un retour à un esprit grec païen, et en même temps, il n'est pas grec païen. Pourquoi? Parce que les Grecs n'auraient pu jamais représenter l'illimité. L'illimité, c'est la démesure pour les Grecs, et donc l'illimité, c'est ce qu'il faut fuir et refuser. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le paysage occidental qui naît avec Patinir, même s'il est, à mon sens, l'expression d'une déchristianisation du rapport au monde, il n'est pas pour autant le retour à un rapport grec au monde, précisément parce que le paysage met en avant l'illimité, l'infini, et ça, on ne pourrait pas le retrouver comme sentiment positif chez les Grecs. Or, bien évidemment, ce qui nous séduit, et dans la représentation picturale, justement, c'est ce sentiment d'illimitation, ce sentiment de se perdre dans l'infini, de se perdre dans un horizon qui ne cesse pas, et en quelque sorte de plonger dans ce qui n'est pas le fini. Or, pour les Grecs, ce sentiment-là est un sentiment horrible. Donc, je crois que le paysage occidental, à la fois retient quelque chose de l'esprit grec, mais pour penser, c'est pour ça que le terme, vous voyez par exemple le livre de Maurice Pons sur Patinir s'appelle l'harmonie du monde. Je ne crois pas que le paysage patinirien soit l'harmonie du monde. C'est pas l'harmonie, c'est quelque chose d'autre. C'est une vibration qui nous attire, mais il n'y a plus d'harmonie dans ce paysage-là. Même s'il peut y avoir une certaine unité de couleur, une certaine unité de composition, mais il y a quelque chose qui troue le tableau, quelque chose qui d'ailleurs, qui est essentiel au paysage, parce qu'en trouant le tableau, il renvoie l'espace à l'intérieur du paysage à l'espace autour. Et c'est ça, on peut dire, ce dialogue qu'il y a dans le paysage. C'est pour ça que le paysage nous incite.
et nous excite d'une certaine manière, parce qu'il crée du désir en nous, c'est toujours que le paysage dialogue avec ce qui est autour, même s'il n'y est pas directement, parce qu'il peut être représenté dans des lieux souvent fermés, des églises, etc., des galeries, mais il y a ce débordement et cette résonance avec l'espace autour. Le quatrième point, me semble-t-il, qui est frappant dans la naissance du paysage, je l'avais juste esquissé, c'est la disparition de l'homme. C'est la disparition de l'homme. Alors, pas disparition effective, c'est pas des paysages post-apocalyptiques, etc., même s'il peut y avoir des paysages on va dire catastrophiques, chez Patinir, un paysage des enfers, par exemple, paysage de ville en train de brûler, voilà, comme ceci. Donc, bien évidemment, là, le paysage n'est pas un paysage harmonieux, donc c'est un incendie, un château en train de brûler, suite sans doute à des guerres, etc. Ouais, l'horizon est rougeoyant. Ce qui est frappant, c'est la disparition de l'homme, c'est-à-dire la miniaturisation de l'homme, qui ne passe même pas au second plan, on pourrait dire il passe au tiers plan. Il est tout à fait secondaire, voire négligeable dans le tableau. Alors il est encore présent, sous forme de miniature. On pourrait dire le paysage, c'est comme si l'enluminure avait grossi, sauf que le personnage serait resté à la taille des enluminures. Donc on aurait une sorte de gonflement de la toile de fond, mais l'homme, lui, serait resté à une échelle toute petite. Alors, cette disparition de l'homme, bien évidemment, enfin, disparition toute relative, mais enfin, très souvent, il faut chercher la présence humaine, et d'ailleurs, souvent, le peintre s'amuse avec cette présence humaine, parce que, bien évidemment, cette présence humaine, elle n'est pas tout à fait, enfin, elle n'est pas négligeable. Il peut y avoir des scènes agricoles, il peut y avoir des scènes de guerre, il peut y avoir des scènes encore mythologiques, enfin des scènes ordinaires, des scènes religieuses ou autres. Mais parfois, il faut vraiment les chercher, et puis il faut avoir peut-être une loupe, etc., pour les observer. Et bien évidemment, le peintre peut jouer entre, au fond, l'effet de tout ensemble, comme on disait au XVIIe siècle. C'est-à-dire, bon, d'abord, on voit cet espace surprenant, ces villes, ces ports, ces fleuves, ces montagnes, ce ciel, etc. Et puis, en se rapprochant, donc, on commence à identifier des scènes. Et d'ailleurs, le plaisir du paysage est sans doute là. C'est le plaisir du paysage est dans ce mouvement constant entre le détail et la totalité. Nous-mêmes, à la fois, on se rapproche, on s'éloigne, on regarde les détails, on les resitue les détails dans la totalité, etc. Mais avant même ce plaisir du spectateur, le peintre lui-même crée ce jeu en jouant avec les échelles. Alors, disparition de l'homme qui, là aussi, me semble tout à fait caractéristique d'un art post-chrétien, d'un art qui, au fond, se détache d'emblée de la célébration de l'homme, et qui plus est d'homme saint, sacré, dans la peinture moyenâgeuse, même si, je l'ai dit, ici ou là, il peut y avoir quelques scènes religieuses, et puis surtout une émotion qui est une émotion du monde, et non plus une émotion de l'homme. On passe du visage au paysage, on passe du portrait à la représentation du monde. Et ça, c'est tout à fait nouveau. D'ailleurs, on va voir les Simmel, il s'intéresse, lui, justement, il fait toujours un rapport entre paysage et visage. D'ailleurs, bon, certains peintres le font eux-mêmes, parce qu'ils peuvent cacher certaines formes humaines, enfin même des visages humains dans le paysage lui-même. Donc il peut y avoir des jeux comme ça où le paysage peut être un visage, et pas simplement de manière symbolique, mais de manière picturale. Sauf que, bien évidemment, s'il y a encore des hommes, il n'y a plus de visage. C'est-à-dire, on ne voit pas leurs yeux, on ne voit pas ce qu'ils font, on ne voit pas leurs émotions. Donc l'émotion du spectateur n'est plus une émotion qui vibre avec l'émotion du personnage représenté. Puisqu'on voit, enfin, on peut voir des hommes, mais on ne peut pas savoir quels sont leurs sentiments. Et on ne peut pas voir l'expression de leur visage. Donc au fond, l'homme devient inexpressif. Ce n'est plus lui qui exprime. L'homme s'exprime à travers les objets, à travers les villes, à travers les paysages qu'il a créés, mais lui-même n'est plus présent comme expression du visage. Et Dieu sait si dans l'art médiéval, c'était essentiellement cette représentation-là qui était présente, et je dirais même prégnante, enfin qui imprégnait les regards.
Alors bien évidemment, cette disparition de l'homme renvoie à la présence massive de la nature, de l'espace et du cosmos. Cette présence, elle est quand même intéressante parce qu'au départ, dans les premiers paysages de Patinir, ce qui est très caractéristique des paysages de Patinir, c'est que les paysages ne renvoient à rien de réel. Et en fait, ce qu'ils représentent n'existe pas. Le premier paysage n'est pas un paysage réaliste. Alors, il peut utiliser ici ou là quelques éléments qu'il a vus. Alors, les historiens d'art ont identifié une certaine boucle de la Meuse, etc., quelques falaises en Ardennes qui pourraient être reprises dans les paysages de Patinir, mais d'emblée, c'est un paysage imaginaire. Un paysage imaginaire. Un paysage imaginaire qui, à la fois, bien évidemment, peut faire appel à ce qui n'existe pas, hein, mais peut faire appel aussi à ce qui aurait existé. Hein. Donc c'est à la fois un paysage mémoriel, puisque on nous représente des choses qui renvoient à des choses connues, hein. Par exemple des scènes, des villes, hein, on pourrait identifier des bâtiments, on pourrait identifier des ports, mais en tout cas on identifie des objets humains, des villes, des châteaux, des champs, des maisons, des bateaux, etc. Donc ça renvoie quand même à notre mémoire. Enfin, il n'y a pas de paysage vierge de mémoire, hein, en tout cas dans le paysage pictural. Donc c'est quand même un jeu avec la mémoire et un jeu avec l'imagination. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de perception pure. La perception elle-même est toujours tissée avec la mémoire et l'imagination. Imagination qui, ici, au fond... Alors, pourquoi ce recours au paysage imaginaire ? Parce que peu à peu, les peintres vont aller vers le paysage plutôt réaliste. Il va y avoir des paysages relativement réalistes. Et même s'il y aura toujours une tradition du paysage imaginaire, paysage fantastique, paysage même parfois grotesque, etc., même encore au XIXe siècle, il peut y avoir cet aspect-là. Il n'y a pas que des peintres de paysages, il n'y a pas que l'école de Barbizon qui représente, au fond, la forêt de Fontainebleau, les campagnes autour. Il peut y avoir aussi des paysages fantaisistes, etc. Alors comment... Alors, il me semble que ça tient peut-être à l'élément que j'avais indiqué, c'est-à-dire au caractère un peu... coupable de la peinture de paysage, et s'ils avaient représenté d'emblée des paysages réalistes, peut-être qu'ils auraient été accusés, alors sans exagérer d'ailleurs les accusations, mais eux-mêmes peut-être avaient déjà incorporé la censure, ils auraient peut-être été accusés de célébrer justement ce monde éphémère, non éternel. Le paysage imaginaire peut laisser entendre que ce paysage est un paysage éternel, que ce n'est pas le monde qui passe. Le paysage imaginaire peut être un paysage adamique, hein, peut être un paysage d'un âge d'or, peut être un paysage paradisiaque, peut être... En tout cas, c'est pas notre monde. Ça peut être un autre monde qui n'est pas soumis comme notre monde à la corruption, hein, c'est-à-dire au fait que ce monde n'est pas éternel, qu'il est corruptible, c'est-à-dire qu'il se défait. Alors, c'est une hypothèse hein, que je fais, mais le recours à l'imaginaire permettrait, d'une certaine manière, de ne pas s'exposer à la critique d'une célébration du monde tel qu'il est, alors que ce monde est mauvais, hein, qu'il est corruptible. Étant donné qu'on présente un paysage qui n'existe pas, d'une certaine manière, on échappe un peu à cette critique. Il peut y avoir aussi d'autres explications. La jouissance même d'un objet nouveau, hein, et d'exploiter toutes les possibilités de cet objet nouveau, et aussi, en quelque sorte, d'élargir d'emblée hein, l'espace à un espace qui n'est pas un espace connu, même s'il réassemble, bien évidemment, des espaces connus. Et là, il faudrait, bien évidemment, faire un parallèle entre les premiers romans de la fin du Moyen-Âge, hein, qui, eux aussi, au fond, sont des romans qui mêlent le réel et le fantastique, comme Don Quichotte et autres, hein, qui, au fond, de même que dans le roman, on ne va pas directement au roman réaliste, ce qu'on appellera roman bourgeois au XVIIe siècle, hein, mais les premiers romans restent encore des romans
où le fantastique, le chevaleresque, le mythologique est encore présent. De même, dans le paysage, on ne va pas directement à des représentations absolument réalistes. Le dernier point que je voudrais souligner, et qui me semble peut-être le plus essentiel, c'est que le paysage ne raconte rien. Et ça, me semble-t-il, c'est assez nouveau dans la peinture occidentale. Pendant longtemps, même jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, a dominé. Alors là aussi, c'était pas une domination totale. Il n'y avait pas des censeurs ou des policiers qui venaient comme ça dire aux peintres de faire ceci, etc. On va dire la censure ou la pression idéologique était toujours un peu flottante et les gens en tenaient compte ou pas. Mais pendant longtemps, un dogme a dominé dans la peinture, ce qu'on appelait ut pictura poesis. C'est-à-dire, littéralement, la peinture doit être comme la poésie. Le modèle de la peinture, c'est la poésie. Mais par poésie, il ne faut pas entendre, au fond, la poésie lyrique, etc. Ce qu'ils entendaient par poésie, c'est la narration. C'est-à-dire, la peinture doit raconter quelque chose. Elle doit raconter des événements. Elle doit, au fond, comme l'avait établi Aristote dans la poétique, elle doit être basée sur le drama. Il doit y avoir des actions. Il doit y avoir des drames. Et le rôle de la peinture, comme celui de la poésie, c'est de présenter des drames, de présenter des actions humaines. Et donc pendant longtemps, bien évidemment, alors, les dramas, les drames ou les actions étaient d'abord des actions religieuses, mais bien évidemment, la peinture pré-renaissante, et même après d'ailleurs, bien évidemment, mais en tout cas, ce qui est nouveau avec Patinir, ou avec la peinture de paysage, c'est que la peinture ne raconte presque plus rien. Alors certes, il y a les petites scènes, ces petits drames infimes, etc., mais quand on voit le tableau, il n'y a plus de narration. Alors que quand on voit bien évidemment la fuite en Égypte avec l'âne, Marie, Joseph, etc., il y a une narration. Quand on voit la naissance du Christ, il y a une narration, il y a un récit derrière qui organise, et le tableau représente le récit, et même parfois, il représente quasi littéralement, c'est-à-dire par certains artifices picturaux, le peintre va quasiment essayer de représenter un récit. Alors que ce qui me frappe ici, c'est pas simplement la disparition de l'homme, c'est la disparition de la narration. Au fond, le plaisir que l'on prend à la représentation du paysage est un plaisir qui n'est plus narratif, qui ne nous raconte plus rien. Littéralement, ça peut nous dire beaucoup de choses sur un autre plan, mais ça ne nous raconte pas d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Alors, il peut y avoir des micro-histoires ici ou là, si bien évidemment on isole des détails, et puis il peut y avoir des histoires intéressantes, de moines ermites cachés dans une grotte, etc., où il peut y avoir un meurtre, il peut y avoir ceci, etc. Mais il faut les chercher. Comme, de même qu'il y a une sorte de disparition de l'homme, il y a une disparition du récit. Et le tableau ne représente plus, le tableau, au fond, me semble-t-il, le paysage échappe au dogme de ut pictura poesis, c'est-à-dire au dogme qui dit que le tableau doit se fonder sur le modèle de la poésie, c'est-à-dire sur le modèle de la narration. Et d'une certaine manière, avec le paysage, la peinture, au fond, s'émancipe de la littérature. La peinture s'émancipe du récit. La peinture devient peinture, représentation de l'espace. Elle affirme sa bidimensionnalité, même si elle représente la 3 dimensions. Elle affirme, au fond, sa spécificité matérielle, formelle, contre la domination qu'elle subissait de la part de la narration et de la poésie. Et bien évidemment, ça mettra longtemps avant que cette séparation soit tout à fait faite, parce que même à la fin du XIXe siècle, on a encore une peinture qui peut être narrative, et qui peut raconter des épisodes historiques, des épisodes imaginaires, des épisodes mythologiques, etc. Mais d'une certaine manière, si l'un des aspects, pas de tous les aspects, mais l'un des aspects de la peinture contemporaine, disons depuis un siècle, a été la conquête de son autonomie par rapport aux autres arts, sculpture, littérature, etc.,
le paysage a sans doute joué un rôle dans cette conquête de l'autonomie, c'est-à-dire dans le fait que la peinture affirme, on pourrait dire de cette manière, sa picturalité. C'est-à-dire elle s'affirme comme peinture et non plus comme servante de la poésie, servante de la narration. Puisqu'elle ne raconte plus rien, elle montre des émotions picturales, des émotions spatiales, des émotions de couleur, d'espace, etc. Elle est encore figurative, mais sa figuration n'est plus dépendante d'une narration. Ce qu'elle montre n'est plus à comprendre comme l'illustration d'un récit. Ce qu'elle montre est à comprendre comme le plaisir que l'on va prendre à voir des espaces, l'agencement des espaces, l'agencement des couleurs, ce sentiment d'être absorbé, d'être perdu dans l'espace. Alors il me reste juste 10 minutes, je ne voudrais pas dépasser une heure, et je voudrais un peu enchaîner avec Simmel, parce qu'il me semble que dans la manière dont Simmel comprend ce qu'est le paysage, on retrouve au fond les traits caractéristiques que j'ai mis en valeur dans la peinture de Patinir. Alors Simmel, bon, c'est un philosophe et sociologue allemand, hein, de la fin du 19e siècle, il est mort en 1918, me semble-t-il, qui est l'un des deux fondateurs avec Max Weber de la sociologie allemande, et qui est un sociologue très intéressant, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à des objets très étranges, comme le secret, comme les parures, comme les journaux féminins, etc., dès la fin du 19e siècle. Il a écrit un livre qui est très important, qui s'appelle La philosophie de l'argent, qui est d'ailleurs une réponse un peu au Capital de Marx. Et puis, il a écrit beaucoup d'essais assez courts sur la modernité, que vous trouvez dans des recueils comme celui-ci, La tragédie de la culture, ou chez Payot, vous avez 2 tomes, ça s'appelle Philosophie de la modernité, où ils ont rassemblé différents textes. Donc c'est un sociologue qui a vu les mutations de la modernité, qui s'est intéressé à beaucoup d'aspects et de nouveautés, d'inventions à la fois techniques, mais aussi du point de vue des comportements humains par rapport à ces inventions techniques. Et il a eu un très grand rôle en Allemagne, parce que beaucoup d'élèves de Simmel sont devenus célèbres, comme Walter Benjamin, Krakauer, Adorno, etc. Enfin, toute la sociologie allemande contemporaine, on pourrait dire marxiste ou weberienne, a lu Simmel, et c'est un peu le Durkheim français, si l'on veut, même si Durkheim fait plus une sociologie, on pourrait dire, chosale, hein, il s'intéresse plus... Simmel, il s'intéresse plus au rapport de l'individu, au fond, avec les contextes sociaux. Hein. C'est plus une philosophie de la relation sociale entre l'objet et le sujet, alors que Durkheim s'intéresse plus aux relations entre les sujets eux-mêmes ou entre les objets eux-mêmes. Bon, laissons ça de côté, c'est pas essentiel pour mon propos. Alors, quelqu'un d'aussi curieux que Simmel ne pouvait pas ne pas s'intéresser au paysage, parce que le paysage va être pour lui l'un des aspects de ce qu'il nomme la tragédie de la culture. Alors j'ai d'abord essayé d'expliquer un peu ce qu'il nomme tragédie de la culture, pour ensuite comprendre en quoi le paysage va être un des exemples de la tragédie de la culture. Alors Simmel, comme beaucoup d'autres sociologues, notamment Marx, Max Weber et d'autres, voit la modernité comme un déséquilibre. Pour le bien, pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'il serait des penseurs, certainement pas Marx, mais pas vraiment Simmel, des penseurs conservateurs qui chériraient un monde prémoderne où il n'y aurait pas eu de déséquilibre. Mais en tout cas, ce qu'il voit dans la révolution industrielle, notamment, c'est un certain déséquilibre. Et quel est ce déséquilibre ? C'est le déséquilibre, dit Simmel, entre les objets et les sujets. C'est-à-dire que le monde moderne est un monde qui va produire une quantité énorme d'objets. Contrairement aux âges prémodernes, où bien évidemment il y a des objets usuels, des tables, des chaises, des lits, etc. Mais il n'y a pas de production industrielle de ces objets, et donc l'homme, au fond, il peut vivre pendant toute sa vie avec une cinquantaine d'objets, objets d'ailleurs qui peuvent se transmettre de génération en génération. La grande caractéristique de la modernité, c'est qu'il y a une production immense d'objets nouveaux et d'objets en très grande quantité. Or, ces objets, ce sont
des produits des sujets, des individus humains. Et ces sujets ont mis dans ces objets, il y a toute une théorie de la projection chez Simmel, l'homme a projeté dans les objets des significations qui lui sont propres, des significations pratiques, si l'objet est pratique, des significations symboliques, si l'objet est une œuvre d'art, etc., des significations religieuses ou autres, ou même des significations personnelles, si c'est un objet qu'il a créé lui seul, etc. Donc en gros, les objets, ce ne sont pas des objets naturels, ce sont des objets artificiels qui ont été créés par l'homme, et l'homme a projeté dans ces objets des intentions, des significations, des valeurs, des choses qui lui tient à cœur. Et il y a toute une dialectique chez Simmel entre la projection et l'incorporation. C'est-à-dire que quand, au fond, tous les objets que nous utilisons, c'est pas nous qui les avons créés. Rares sont les hommes qui créent leurs propres objets. Mais pour ma part, je crois que je n'ai jamais créé un objet de ma vie, bon, à part des objets un peu abstraits comme des livres ou des articles, etc. Mais j'ai jamais créé un objet de ma vie. Tous les objets que j'utilise ont été créés par d'autres hommes. Or, ces objets, bien évidemment, je les utilise en connaissant leur signification et en connaissant l'usage et le contexte dans lequel je dois les utiliser. Mais pourquoi je peux faire ceci ? Parce que, en fait, quand je me procure cet objet et que je l'utilise, je ne suis pas dans une relation de projection. C'est pas moi qui projette mes intentions dans l'objet. Au contraire, je m'approprie les intentions qui ont été projetées dans les autres. Au fond, le rapport qu'on a à un objet, là, je ne suis pas dans une projection, je suis dans une introjection. C'est-à-dire, je me réapproprie, j'intériorise, au fond, les intentions qui sont dans cet objet. Pour savoir ce qu'est un livre, etc., comment c'est fait, bien évidemment, je le sais parce que je me suis approprié le sens du livre, etc. Donc au fond, ce qu'est la culture, dit Simmel, la culture, c'est un circuit de projection et d'introjection. Les hommes, au fond, projettent dans les objets des intentions, et d'autres hommes rétrojettent ces intentions dans leurs propres usages. Nous créons des objets, et d'autres vont utiliser ces objets. Et pourquoi ils peuvent utiliser ces objets ? Parce qu'ils extraient de l'objet l'intention qui gouverne cet objet. Donc au fond, la culture, c'est un circuit. Donc il y a un sujet, un objet. D'abord, la culture, c'est l'ensemble des productions humaines. Donc ça, c'est une projection. Mais la culture n'est pas que la production d'objets. La culture, c'est aussi l'usage de ces objets. Et donc, la culture, c'est un circuit qui, en fait, va entre les sujets et les objets. De sorte que les hommes, au fond, produisent des objets et ensuite comprennent ces objets, comprennent leur sens et peuvent les utiliser parce qu'ils ont intériorisé les significations qui étaient dans les objets. Et souvent, d'ailleurs, un nouvel objet demande un certain temps, le temps que l'on va comprendre son fonctionnement, son sens, etc., pour l'incorporer. Ça, c'est la culture idéale, dit Simmel. Ça, c'est le circuit idéal de la culture. C'est-à-dire que dans une culture idéale, ou dans une culture qui n'est pas tragique, les hommes produisent des objets, les utilisent, les comprennent, et donc il y a un circuit d'équilibre et de signification, on peut dire dans les sociétés traditionnelles, par exemple. Dans les sociétés traditionnelles, on produit certains objets, ces objets ont des significations, d'autres les utilisent, et il y a un équilibre. À partir du moment où les hommes produisent une quantité énorme d'objets, il y a un double déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre de la production, surproduction d'objets, et puis un déséquilibre de l'incorporation. C'est-à-dire que les hommes ne sont plus capables, en une vie, d'incorporer toutes les significations produites dans ces objets. On le voit encore plus, Simmel écrivait ça il y a un siècle, on le voit encore plus à l'âge du flux informatique, du flux informationnel, où on n'arrive plus à incorporer toutes les informations qui nous arrivent. Parce que, bien évidemment, nous sommes bombardés de nouveaux objets, des objets virtuels, immatériels, etc. Et donc, comme on n'arrive plus à les incorporer, alors, Simmel décrit différentes attitudes, notamment le rejet ou l'indifférence. Parce que, comme on ne peut plus le faire, soit on se blinde, on est indifférent à ces objets, et donc on va sélectionner. Pour Simmel, d'ailleurs, la modernité va mettre en valeur deux types de personnes, le blasé et le collectionneur. Le collectionneur, dans cette quantité infinie d'objets, il va choisir un domaine particulier, et donc il va collectionner ces objets, il va devenir le spécialiste, l'expert de ces objets, alors que le blasé, lui, au fond, il va
il va être indifférent à ces objets parce qu'il pense que l'incorporation de tous ces objets lui demanderait un travail nerveux, intellectuel et physique trop grand. Donc il se blinde, hein, il se met à distance de cette production d'objets. Donc la tragédie de la culture, elle est là. Ce que Simmel appelle la tragédie de la culture, c'est ce déséquilibre entre les sujets et les objets, le fait qu'à l'âge moderne, la production quantitative d'objets est si grande que les hommes n'ont plus le temps, la force et la capacité physique, nerveuse et intellectuelle de s'incorporer les significations de tous ces objets. Et d'où la spécialisation, d'où le fait que la culture moderne va être une culture de spécialistes. Dans une société traditionnelle où il y a un équilibre, il n'y a pas vraiment besoin de spécialistes, puisque tout le monde comprend à peu près la signification des objets produits par les autres, hein, et donc peuvent se réapproprier. À partir du moment où la quantité est énorme, il faut d'abord des spécialistes pour produire tel ou tel type d'objet, mais il faut ensuite des spécialistes pour les interpréter. Hein. Ce qui fait que tout le monde... Alors bien évidemment, on y arrive parce que la plupart des objets ont une ergonomie extrêmement simple, il s'agit d'appuyer sur un bouton, etc. Mais dès qu'ils ne marchent plus, plus personne ne sait comment faire. Parce que, en fait, on n'incorpore rien du tout. Hein, on incorpore le fait d'appuyer sur un bouton, c'est tout, mais on n'incorpore plus le savoir technique qui a produit cet objet. Et on est incapable d'incorporer ce savoir technique parce qu'il y a trop d'objets et il y a trop de savoir spécialisé pour qu'on puisse l'incorporer. Donc ce que Simmel appelle tragédie de la culture, c'est au fond cette impossible harmonisation entre une quantité énorme d'objets et le fait que les sujets veulent tout de même comprendre le monde qui les entoure et veulent, au fond, s'approprier les objets qui les entourent, en comprendre le sens et en comprendre les usages, voire les utiliser eux-mêmes. Alors, je m'arrête là parce que je vous montrerai, lors de la prochaine séance, dans 15 jours, que le paysage, pour Simmel, la naissance du paysage est déjà l'anticipation de ce déséquilibre-là. Que le paysage, c'est à la fois un rapport entre l'objectivation de sentiments dans un espace et la manière de se les réapproprier dans le sentiment esthétique, et que le paysage, loin d'être une harmonie, que le paysage, loin d'être la signification d'une totalité retrouvée avec le monde, va être déjà, au fond, la séparation entre l'homme et le monde, ce que j'avais déjà indiqué dans la première séance, en disant, au fond, que la naissance du paysage était plutôt le témoignage d'une scission entre l'homme et le monde, scission que le paysage pensait combler, mais qu'au fond, il ne fait que creuser. Et on verra, dans un petit texte qui s'appelle « Philosophie du paysage », qui est un des derniers articles de la tragédie de la culture, que cette tragédie de la culture qui s'accentue à l'ère moderne, pour Simmel, c'est-à-dire, au fond, la dialectique objet-sujet n'est plus harmonieuse, hein, que cette dialectique-là, au fond, commence à se déséquilibrer avec l'invention du paysage, avec la pré-modernité, ou on peut dire la modernité non plus industrielle, mais la modernité du XVIe, XVIIe siècle, qui est déjà, au fond, la fin de l'âge médiéval et de l'âge chrétien. Voilà, je m'arrête là pour ce soir, et puis je laisse donc le temps de la discussion, des questions, des objections ou des demandes de précision ouverts. Merci. Oh non.